Lors des leçons précédentes, nous avons eu l'occasion de pouvoir parler de différents conteneurs que sont les chaînes de caractères, les listes et les tuples. Cette fois-ci, nous allons découvrir des conteneurs particuliers qui ne sont pas des séquences, les dictionnaires et les ensembles, tout simplement parce que ils n'ont pas de numéro d'index, ce que j'ai appelé indice. Ils sont remplacés par ce qu'on appelle des clés qui ne peuvent pas être changées. Elles seront immuables au niveau du dictionnaire, ce qui n'est pas le cas donc des valeurs. Un dictionnaire ressemble très fort à une liste. Vous voyez que fondamentalement, au lieu d'avoir un crochet, il y a une accolade devant, même chose derrière. Il va posséder différentes valeurs, mais qui ne seront plus associées à un indice, mais à une clé qui peut être n'importe quoi. Dict ici, ce n'est pas un mot-clé, c'est le nom que j'ai donné à mon dictionnaire. C'est donc une nouvelle variable que j'ai créée, un dictionnaire qui est défini par tout cela. Donc on est d'accord pour dire que on a affaire à un conteneur, mais pas à une séquence cette fois-ci. Alors, si vous voulez trouver une valeur qui se trouve dans le dictionnaire, eh bien, il suffit de connaître la clé qui va justement ouvrir le dictionnaire pour vous donner la valeur. Donc, si vous recherchez la valeur numéro 3, quelle est la valeur numéro 3? Connaissant la clé numéro 3, en faisant dict de la clé numéro 3, il va vous donner à ce moment-là la valeur numéro 3. Alors, voici quelques exemples où j'ai commencé par créer une liste, d'abord qui reprend les 7 couleurs. Nous avons déjà vu ça, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et son équivalent en dictionnaire. Donc ce sont deux choses, deux objets différents qui vont produire exactement la même chose. Donc si je regarde le principe de ma liste, je l'ai appelé couleur, et c'est bien une liste, vous voyez, crochet avec 7 couleurs dont le numéro d'index pour le premier 0 et le dernier 6. C'est l'élément 0, l'élément 1 jusqu'à l'élément 6. Ici, si je demande quel est le type de couleur, il va bien me répondre que j'ai affaire à une liste. Et si je demande la couleur 2, je fais 0, 1, 2, j'obtiens alors à ce moment-là le jaune. Je fais quelque chose qui ressemble très fort, mais cette fois-ci avec un dictionnaire. J'ai bien rouge, orange, jaune, vert, bleu, etc. Donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont bien toujours entourées des simples guillemets, mais qui sont précédées par une clé que j'ai notée 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6, qui va me permettre que lorsque je vais faire appel à couleur, cette fois-ci couleur 2, il va me donner le même résultat. Simplement parce que si je regarde la couleur de 2, de la clé que j'ai notée 2, je regarde où se trouve 2, vous voyez je ne dois plus compter, cette fois-ci 2 est là, et alors à ce moment-là je trouve jaune qui est à côté, il me donne la même chose. Et si je fais le type, je recherche le type de couleur cette fois-ci, il me dit bien qu'il s'agit d'un dictionnaire et que ce n'est plus une liste. Maintenant, au lieu de mettre 0 jusqu'à 6, on préfère plutôt mettre de 1 jusqu'à 7. Et donc cette fois-ci, si je modifie les clés, ça veut dire qu'en réalité, je suis en train de créer un autre dictionnaire, toujours qui s'appelle couleur, mais dont les clés, cette fois-ci, sont notées 1, 2, 3 jusqu'à 7. Eh bien, si je regarde couleur de 2, eh bien, je vois que la couleur 2 correspond à orange. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un dictionnaire? Tout simplement parce que ce serait une manière possible de pouvoir créer un dictionnaire de langues différentes. Par exemple, traduction d'anglais vers français, voilà, j'ai toujours les mêmes couleurs ici. Vous placez comme clé red, eh bien, il vous donne comme valeur rouge, etc., etc. Ce qui fait que si vous cherchez, tiens, couleur de green, l'idée c'est de dire, mais en français, que veut dire le mot green? Eh bien, il veut dire vert. On peut très bien aussi définir la recherche de longueur d'onde d'une couleur bien spécifique. Cette fois-ci, rouge jusqu'à violet, je les ai mis en tant que clé et les valeurs c'est 650 nanomètres, 600 nanomètres jusqu'à la fin,
400 nanomètres, ce qui fait que si je demande quelle est la longueur d'onde de bleu, il va m'indiquer 470, il suffit que je vérifie, je regarde dans bleu, ici la clé c'est bleu, la valeur c'est 470. Donc on peut vraiment créer un dictionnaire comme on veut. Quand je dis créer, c'est tout simplement en donnant le nom d'un dictionnaire et puis en mettant tout ce qu'on a envie, mais on peut très bien créer un dictionnaire à partir d'un dictionnaire vide. On a vu la même chose avec les listes, où nous avions des listes vides que nous pouvions remplir. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez que vous pouvez créer d'abord un dictionnaire vide que j'ai appelé DCT. Donc, c'est le nom de ma variable qui est un dictionnaire. Et puis ensuite, je fais des définitions. Je dis que pour la clé prénom, eh bien, je vais associer la valeur Gérard. Pour la clé nom, je vais associer la valeur Manfroid. Et pour la clé âge, je vais associer 3. Et si je demande d'écrire le résultat que j'ai obtenu, on va constater qu'il écrit prénom Gérard, donc c'est la clé avec la valeur correspondante, âge 30, nom Manfroid. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que âge est passé avant nom? Eh bien, c'est un mystère. C'est tout à fait imprévisible. L'ordre dans lequel les clés suivies des valeurs correspondantes vont s'afficher lorsqu'on demande d'écrire un dictionnaire, eh bien, on ne sait pas à l'avance dans quel ordre il va le faire. Après, rien ne m'empêche, et c'est ça le côté muable d'un dictionnaire, de pouvoir dire, tiens, j'ai une clé, la clé je ne peux pas la changer, mais par contre, je peux très bien changer la valeur de la clé correspondante. Donc si nom s'appelait correspondant à Manfroid, eh bien cette fois-ci nom correspond à la valeur Manchot. Alors on peut faire quelques petites opérations sur le dictionnaire, on va se retrouver un petit peu en terrain connu parce qu'il y a des choses qui ont déjà été vues dans les listes et les mots-clés sont un petit peu identiques, ils reviennent, comme par exemple la fonction len qui permet de connaître la longueur d'un dictionnaire. Donc le dictionnaire là que j'ai créé avec 3 clés et 3 valeurs, eh bien la longueur du dictionnaire va me donner 3. Je peux très bien regarder si je trouve quelque chose dans un dictionnaire, mais attention, qui ne s'applique que sur les clés. Si je recherche une clé bien spécifique, je demande si prénom est dans le dictionnaire, il va me dire oui. Et si je demande si Manchot est dans le dictionnaire, il va me dire non, parce que ça ne fonctionne que sur les clés. Je peux demander de jouer avec la boucle for, exactement comme on a fait avec la liste. C'est exactement la même chose, où je peux demander pour tous les i qui sont dans le dictionnaire, qui vont à ce moment-là correspondre à chacune des clés, eh bien je vais demander d'afficher les valeurs, ce qui fait que du coup il l'affiche cette fois-ci comme ceci, plutôt que de l'afficher dans un dictionnaire entouré d'accolades. Voilà un petit programme classique, on va le voir 2 fois en réalité ce petit programme, comment le faire de 2 manières différentes. Le principe de ce qu'on appelle un histogramme. Alors je vais peut-être regarder d'abord le résultat pour voir en réalité ce qu'il est en train de faire. Je saisis quelque chose au clavier, et puis ce qu'il me donne ici c'est le résultat. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il me dit que quand il a été visiter la chaîne de caractères que j'ai écrite, eh bien il a constaté qu'il y a 3 O, qu'il y a un C, il y a 3 U, il y a un petit espace, il est ici, il y a un seul Y et il y a aussi un C majuscule. Donc il a fait tout le tour et vous constatez qu'il fait bien attention de faire la différence entre les minuscules et les majuscules. Alors comment est-ce que j'ai pu obtenir ce résultat? Grâce à un dictionnaire vide dans lequel j'ai demandé que quand un caractère se trouve dans un mot
qui a été saisi au clavier. Donc, il va rechercher donc les différents caractères qui sont là. Donc, il arrive ici, tiens, il dit, voilà, je vois par exemple le grand C majuscule. Qu'est-ce qu'il va faire? Au départ, il n'y a rien dans le dictionnaire. Donc, si le caractère n'est pas dans le dictionnaire, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement mettre 1 à l'intérieur de la valeur correspondante à la clé qu'il a trouvée. C'est-à-dire que chacun des caractères va devenir alors à ce moment-là une clé, et ensuite il y a une valeur correspondante qui d'abord est définie comme étant 1. Sinon, ça veut dire que si jamais il trouve un deuxième C majuscule, eh bien alors à ce moment-là, il va rajouter 1. Comme ça jusqu'à la fin. Donc si on peut regarder le O, je commence ici, voilà, j'ai mon premier O qui arrive. Donc il va voir que le caractère ne se trouve pas encore dans le dictionnaire, donc il va mettre 1. Il va continuer, ah, il en trouve un deuxième. Eh bien cette fois-ci, il est bien dans le dictionnaire, donc il passe à l'autre partie du if, avec le else, et il va rajouter 1. Et puis enfin, il trouve un troisième, voilà, et puis bon, il va jusqu'à la fin. Quand il a fini, on peut alors à ce moment-là afficher le dictionnaire, et il peut nous dire à ce moment-là, eh bien, des petits O, j'en ai rencontré 3. Voilà donc l'explication de ce petit programme, l'histogramme. On aura l'occasion de voir le même petit programme un peu plus loin, mais en utilisant de la programmation objet. Alors, voilà, je parlais des objets, donc c'est parti pour les méthodes. Alors, commençons par celui-ci, c'est justement cette méthode-là qui va nous servir pour l'histogramme un peu plus loin, c'est la méthode get. Donc vous avez un dictionnaire, je rappelle, c'est pas le mot-clé DCT, c'est le nom de votre dictionnaire. Par contre, get est bien un mot-clé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner à ce moment-là la valeur correspondante à la clé que vous avez donnée. Donc, si vous faites dct.get3, il va regarder 3, et puis alors il va vous mettre 3. Il va dire, mais c'est quoi le coucou qui est là? Eh bien, coucou, c'est simplement, j'ai mis n'importe quoi en réalité, c'est une valeur dite par défaut si jamais il ne trouve pas la clé. Donc ainsi, si je fais en dessous dct.get4, il regarde s'il y a une clé 4, il ne trouve pas de 4, et bien alors à ce moment-là, il affiche coucou. Vous voulez faire une copie d'un dictionnaire, eh bien ça, à ce moment-là, c'est vraiment facile. Il suffit d'utiliser la méthode copie sur votre premier dictionnaire et il va le mettre dans un dictionnaire numéro 2, ce qui permet encore une fois de pouvoir faire la distinction entre deux dictionnaires. Le premier que vous avez créé et puis un second que vous avez sans doute modifié. Donc, vous voyez que ici je prends le premier dictionnaire, c'est le même qu'ici, hein. J'ai mis 1, 1, 2, 2, 3, 3. Je fais une copie, dictionnaire numéro 2, si je demande de donner le résultat, il vous donne la même chose. Mais je décide que dans le dictionnaire numéro 1, celui que j'avais au départ, eh bien je décide qu'à la clé 2, je lui donne la valeur coucou. Donc je demande d'écrire le résultat de dictionnaire 1, eh bien, vous voyez que j'ai 1, 1, 2, coucou, 3, 3. Par contre, le dictionnaire 2, il n'y a aucune raison pour laquelle il est changé. Il n'y a pas de souci et je peux faire alors à ce moment-là la comparaison entre les deux. Ça, les dictionnaires, un bon moyen de pouvoir utiliser ça, c'est par exemple dans des jeux de cartes. Clear, c'est assez clair, hein. Clear, hein, c'est presque delete. Hein, ça veut dire que ça supprime quelque chose. Qu'est-ce qui supprime? C'est très simple tout. Hein, vous demandez de supprimer le contenu de votre dictionnaire. Le dictionnaire, il existe toujours, mais ça devient un dictionnaire vide. Pop, vous vous souvenez de pop? Quand on a eu l'occasion de pouvoir l'utiliser avec les listes, c'est un peu le même principe. Hein, c'est-à-dire qu'il va supprimer la valeur désignée par une clé. Donc, je fais pop 2, donc il va rechercher 2, il est là. Si je fais pop 2, ça veut dire que c'est ça qui va être supprimé, mais ce qui va être supprimé aussi, c'est la valeur 2, donc il va afficher 2 pour vous dire, voilà, c'est 2 qui va partir, et si j'écris le dictionnaire, il va mettre 1, 1, 3, 3, et le 2, 2, donc il a disparu.
Update. Update, c'est la possibilité de pouvoir placer toute une série d'éléments d'un dictionnaire vers un autre. Donc regardez, j'ai ici mon dictionnaire de départ, un 1, 3, 3. Et puis voilà, ici, je crée un tout petit dictionnaire, voilà ici, 5, 5, que je veux placer à l'intérieur du dictionnaire de départ. Donc je fais un update. Voilà, donc update, ça veut dire je mets ça là-dedans. Il va mettre ça directement après. Et voilà, j'ai 1, 1, 3, 3, 5, 5. Keys, values et items sont très associés parce que l'une fait ce que l'autre fait pas et vice versa. Donc, si je fais mon dictionnaire keys, qu'est-ce qu'il vous fait alors à ce moment-là? Il vous écrit que la liste correspondante aux clés de vos dictionnaires, c'est 1, 2, 3. Il l'écrit d'une manière pas très agréable. Si vous voulez que ça s'affiche pas comme ça, il suffit de demander de faire liste DCT keys. Donc vous écrivez la même chose que vous avez là, mais vous mettez liste. Et alors à ce moment-là, il vous met une liste. C'est plus joli. Si vous pouvez mettre la liste qui contient les clés, vous pouvez demander la liste qui contient les valeurs. Voilà. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc fatalement, DCT values, il vous met de nouveau quelque chose d'aussi moche que précédemment. Donc si vous mettez liste devant tout ça, donc entre parenthèses, il vous fait la liste à ce moment-là de toutes les valeurs contenues dans le dictionnaire. Et alors, items, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les deux. Il va vous retourner et les clés et les valeurs. Donc il va faire quelque chose comme ceci. Je demande dct.items, il vous fait quelque chose de moche. Et remarquez que les éléments de la liste, c'est à chaque fois des couples de tuples. Donc un 1 ici, c'est un tuple. 2, 2, 3, 3. Ce sont 3 tuples qui sont contenus à l'intérieur d'une liste. Et à nouveau, si vous faites, en réalité c'est une conversion, liste de ce bazar-là, eh bien, il vous donne alors à ce moment-là une vraie liste. Vous pourriez à ce moment-là très bien dire LST égale tout ça, et vous auriez alors à ce moment-là créé une liste qui contient 3 tuples. Voilà, j'avais promis qu'on allait pouvoir retourner dans l'histogramme. Et bien voilà, cette fois-ci, c'est en utilisant la méthode get. Donc, get, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de la variable car, qui se trouve ici. On va voir ce qu'elle fait, car. Le 0, ici, donc c'est la valeur par défaut. C'est la valeur qu'elle pourrait retourner si elle ne trouve pas la clé car quelque part dans le dictionnaire. C'est quelque chose qui n'arrivera jamais en réalité. Et puis alors, à chaque fois, quand il tombe sur un caractère qui se trouve dans le mot, eh bien il va rajouter 1. J'ai à peu près tout dit, puisque ici j'ai introduit de nouveau coucouillou. Eh bien, au niveau de mon dictionnaire, il m'affiche exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Cette fois-ci, il y a toujours vous qui devez saisir au clavier une chaîne de caractères. Un dictionnaire vide qui va être rempli grâce simplement à cette ligne-ci, c'est-à-dire pour tous les caractères qui se trouvent dans le mot, eh bien, caractère, c'est une clé. Et pour chacune des clés, eh bien, on va rajouter 1 chaque fois qu'on le retrouve. C'est-à-dire qu'au départ, puisqu'il est vide, il n'y a encore rien. Donc, au départ, on pourrait associer 0 à tous les caractères qui constituent ma chaîne de caractères. Mais à peine il en rencontre un, voilà, je vais recommencer avec le petit O, là. Il rencontre le premier O, voilà, il n'y avait encore rien, il rajoute 1. Puis deuxième O, il rajoute 1. Troisième O, il rajoute de nouveau 1 et il fournit alors à ce moment-là donc le même résultat. Voilà, alors plus compliqué, c'est si cette fois-ci je veux trouver les clés d'une valeur. Généralement, c'est le contraire qu'on fait. En tout cas, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'était partir du principe on ne connaît pas les valeurs, mais on connaît les clés, on va donner une clé et puis on espère qu'il va donner une valeur en retour. Cette fois-ci, j'ai utilisé le principe de sous-programme, donc j'ai fait de la modularité, j'ai créé
un petit fichier externe qui est défini avec ma fonction clé, ici, avec deux paramètres, dic et valeur. Alors, dic valeur, si je regarde ici, ça correspond à quoi? Ça correspond à dct et une valeur que j'ai placée. Alors, voyons un petit peu. Je demande d'afficher d'abord dct, mon dictionnaire. C'est le même dictionnaire que j'avais tout à l'heure. Voilà, il est là, ici. Et alors, cette fois-ci, ce que je demande, c'est de me dire, mais quels sont les différents éléments qui se répètent 3 fois? Donc, c'est-à-dire que je recherche le O, je recherche le U, et puis c'est tout. Et idéalement, si je demande clé du dictionnaire 3, eh bien, il me donne la liste 0U. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, donc, dans mon petit programme que j'ai fait, il fallait d'abord que j'introduise une liste vide. Et puis ensuite, il va regarder ce qui se passe au niveau donc des différentes clés de mon dictionnaire. Le dictionnaire ici, c'est dct, c'est tout ça. Donc, il regarde les différentes clés et il va à ce moment-là faire une comparaison. Alors, si dans mon dictionnaire, je constate que la valeur correspond à celle que j'ai introduite. La valeur que j'ai introduite, c'est 3. Donc, vous voyez, ici, il commence par le premier A. J'ai comme première clé O et la valeur est 3. Ça correspond bien à ce qui est dit. Donc, qu'est-ce que j'ai alors à ce moment-là? Dans ma liste vide, eh bien, je vais le rajouter avec la méthode append, donc qui a été vue dans la leçon précédente. Il continue, il regarde à côté. 1, c'est pas 3, donc il passe. Il passe à côté. A, à la clé U, je retrouve bien la valeur 3. Donc, il peut me rajouter le U dans la liste. Et puis après, il n'y a plus rien qui se répète 3 fois. Donc, il va aller jusqu'au bout. Et après, bon, il n'aura plus qu'à terminer. Il a fait tout le tour. Il peut à ce moment-là me retourner la liste qui est donc O et U. Voilà, cette fois-ci, on passe à un autre type de conteneur qui n'est toujours pas une séquence et cette fois-ci qui n'est pas mutable. C'est classique. Hein, bon, on a chaque fois vu que, comme par exemple, avec les listes mutables, on avait l'équivalent des tuples qui ne sont pas mutables. Eh bien, si vous avez des dictionnaires mutables, eh bien, vous avez des ensembles qui ne sont pas mutables. Et ce qu'on appelle les ensembles correspond pile poil exactement à la théorie des ensembles en mathématiques. Hein, vous avez l'ensemble A, l'ensemble B, vous pouvez faire des intersections, des unions et tout ce genre d'opérations. Alors ce qui est particulier dans les ensembles, dont le mot-clé est 7, eh bien cette fois-ci il n'y a que des clés. Hein, bon, il n'y a pas, par défaut, par convention, par définition, il n'y a pas de valeur, on ne joue qu'avec des clés. Et alors, bon, voilà, vous voulez connaître l'intersection de deux ensembles A et B, eh bien, c'est pas très étonnant, en fait, au niveau de la logique, on retrouve le connecteur et, vous faites A et B, eh bien, vous trouvez alors à ce moment-là tous les éléments qui sont contenus à l'intersection des deux ensembles. On va voir un exemple tout de suite. Vous avez la même chose avec A union B, dont le connecteur c'est OU, donc la barre verticale. Le A moins B, la barre oblique, correspond à la soustraction de deux ensembles dans la théorie des ensembles, justement. On utilise le moins pour Python. Vous avez là qu'on appelle la différence symétrique. A delta B. Et voilà, vous avez A accent circonflexe B, vous voyez qu'il ressemble aussi à un petit triangle. Donc on peut utiliser ça. Et bon, l'ensemble vide, lui de son côté, il est bien représenté par un groupe d'accolades, vous voyez, qui ne contient rien. C'est exactement bien le symbole de la théorie des ensembles. Voilà, alors vous voyez, donc ici, j'ai considéré comme étant exemple, je vous prends d'abord un ensemble universel qui va contenir les deux ensembles A et B. L'ensemble universel, cette fois-ci, c'est simplement un dé à jouer, qui n'est pas pipé, il n'est pas truqué. Alors, à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais créer deux sous-ensembles. L'ensemble A, qui sont les diviseurs de 6.
Donc 6 est divisible par 1, 2, 3 et 6. Et puis tous les nombres pairs du dé, c'est donc 2, 4, 6. Ce qui fait que mon résultat, il est là. Donc vous voyez que vous avez l'ensemble universel qui contient tous les nombres qui font de 1 jusqu'à 6. Vous avez l'ensemble A qui contient tous les diviseurs de 6. 1, 2, 3, 6. Vous avez l'ensemble B qui contient tous les nombres pairs du dé. Donc 2, 4, 6. Donc vous voyez que ce qui est ici au centre, l'intersection, correspond aux deux seuls éléments qui sont à la fois divisibles par 6 et qui sont à la fois pairs. Par contre, en dehors ici, le 5, c'est le seul élément qui ne divise pas 6 et qui n'est pas pair. Alors, j'avais parlé de différence symétrique. Eh bien, la différence symétrique, si vous voulez, c'est faire A union B moins A inter B. C'est-à-dire A union B, c'est prendre le tout, ici, donc tout le bazar ici, mais sans le 5. Et de cela, je retire l'intersection. Donc, si vous voulez, ce sont les deux croissants de lune, celui de gauche et celui de droite. Donc, A delta B, c'est 1, 3, 4. Donc, si on définit, vous voyez, les différents ensembles, vous voyez, c'est très simple de le définir. Ici, j'ai commencé à le faire avec l'exemple qu'on a vu à la diapositive précédente. Vous allez voir qu'ici, j'ai fait l'équivalent, mais cette fois-ci plutôt avec des caractères pour vous montrer que c'est exactement la même chose. J'ai fait deux fois la même chose. Voilà, vous allez voir. Alors ici, j'ai bien mon ensemble A qui est défini comme étant 1, 2, 3, 6. L'ensemble B qui est défini comme étant 2, 4, 6. Et puis, bon ben, je regarde ce qu'il peut me faire. Je demande l'intersection A et B, et ben il me fait 2, 6. Je fais A ou B, donc il me fait 1, 2, 3, 4, 6. Je fais A moins B, il me fait 1, 3. Je fais B moins A, ça me fait 4. Et A delta B, c'est 1, 3, 4, pas de problème. Et si je fais la même chose donc avec des lettres, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de commun si je prends A, A, B, C, et puis l'ensemble B, c'est B, C, D, E. Donc si je regarde ce qu'il y a en commun entre A et B, donc l'intersection, eh bien on voit que c'est B et C. Si je fais A ou B, ça veut dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Eh bien, ça va être le tout. Donc B, C, E, A, D. Vous remarquez que de nouveau, bon, il ne se préoccupe pas de l'ordre, malheureusement. Si je fais A moins B, c'est-à-dire de A, je retire tout ce qu'il y a de B, il n'y a que BC qui est en même temps là, donc il ne reste plus que A. Alors, B moins A, c'est le contraire. Je prends ça et je retire de nouveau BC, ce qui est en commun, donc il n'y a plus que DE, ou ED. Ouais. Et A delta B, c'est donc l'ensemble de tout, sauf ce qui est en commun, sauf BC. Donc ça doit être ADE. Donc ADE, toujours mélangé. Ça, c'est le souci que l'on a découvert dans les dictionnaires et qui se manifeste également au niveau des ensembles. Voilà. Donc quand on a fait tout ça, eh bien voilà le tableau récapitulatif qui permet donc pour tous les conteneurs de voir de quoi on parle, c'est-à-dire d'abord les chaînes de caractères, les strings, les listes, les tuples, les dictionnaires et les ensembles. Savoir ce qui sont des séquences, donc les trois premiers leçons, c'est ce que nous avions dit au tout début de cette leçon. Les dictionnaires et les ensembles n'en sont pas. Vous voyez que bon, tout ce qui est mutable, ça alterne. Non, oui, non, oui, non. Pour ce qui est des indices, vous en avez d'office, puisque, en tout cas, les trois premiers, on a affaire à des séquences. Et pour celles qui n'ont pas de séquence, il n'y a pas de vrai indice. Vous n'avez que des clés qui remplacent donc les indices. Et puis vous trouvez la syntaxe ici, telle qu'elle a été vue du début jusqu'à la fin. Alors, notez que les strings, donc les chaînes de caractères, ne peuvent contenir que des caractères. Par contre, tous les autres, ils peuvent contenir mais vraiment n'importe quoi. Ils peuvent se contenir les uns les autres. D'ailleurs, on va le voir ici un petit peu au niveau des conversions. Alors, regardez un petit peu, je prends un nombre, vous voyez le 3, 14, 15, 9 ici, bon, c'est le fameux nombre pi. Si je demande int de ça, on voudrait qu'il donne la valeur entière de cela. Bon,
ben, normalement c'est 3. Malheureusement, ça n'est pas la valeur entière qui nous donne à ce moment-là, c'est la valeur tronquée. Donc il faut faire attention. Autant là, ça marche très bien. Mais si je demande voilà, ici c'est le nombre d'or, 2,71828. Normalement, si je demande la valeur entière de cela, il devrait me donner 3. Maintenant, il me met 2. Là, quand je fais int, la seule chose qu'il fait par rapport à un flottant, c'est uniquement m'enlever tous les chiffres qui sont derrière la virgule. Mais par moment, effectivement, ça peut servir. Vous pouvez faire le contraire. C'est-à-dire que, que vous avez un entier, vous voulez le transformer en nombre réel, en flottant, eh bien vous utilisez float. En fait, int et float, on l'a déjà utilisé plusieurs fois lorsqu'on agissait sur des chaînes de caractères. Vous vous souvenez avec input qui, d'office, lorsqu'on saisit quelque chose au clavier, donne une chaîne de caractères, eh bien on plaçait int ou float devant pour avoir un nombre entier ou un nombre réel suivant les circonstances. Vous pouvez prendre un nombre quelconque et puis dire ah moi je veux que ce nombre soit en réalité une chaîne de caractères. Booléen. Vous avez un nombre, vous faites bool de n, bah, il n'y a pas grand chose. Si vous avez mis 0 là-dedans, bah, il va donner 0. Si par contre vous mettez n'importe quoi d'autre, eh ben, il va vous donner 1. Et puis tous les cas de figure possibles que vous pouvez faire avec les listes, les tuples, les dictionnaires et les ensembles. Vous pouvez, là je vous laisse vraiment en lecture, voyez, vous pouvez prendre une chaîne de caractères, la transformer en liste, vous pouvez prendre des tuples, les transformer en liste, vous pouvez prendre, ici c'est un ensemble, et bien vous le transformez en liste aussi. Avec la fonction tuple, bah oui, si vous savez faire liste, vous savez faire tuple fatalement. De nouveau la même chose, vous pouvez convertir donc une chaîne de caractères, une liste et un ensemble en tuple. Vous pouvez, ça devient long, convertir en dictionnaire, donc voyez, soit des listes qui contiennent des couples de listes. Vous pouvez demander de changer en dictionnaire une liste qui contient un couple de tuples. Vous pouvez demander de faire la même chose avec un tuple qui contient un couple de tuples. Et également un tuple qui contient un couple de listes. Vous pouvez faire tout ça, ça va toujours donner la même chose. Ça va donner donc un dictionnaire où vous avez à chaque fois, pour chacun des couples, le premier élément va correspondre à la clé et le deuxième élément va correspondre à la valeur. Même chose avec 7, que ce soit une chaîne de caractères, que ce soit une liste ou bien que ce soit un tuple, eh bien vous pouvez à chaque fois les transformer en ensemble. L'ensemble ce sera toujours 2, 3, 4 dans ce cas-ci. Voilà ce qui donne la fin de cette leçon.